Salam alaikum, Azulflaouen, bonsoir. À la fin d'une année tumultueuse, l'Algérie connaît un nouveau rebondissement avec la disparition de l'homme fort du régime, le général Ahmed Gaïd Saleh. Un choc sismique pour le système, qu'il incarnait depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Lui qui a appelé à l'application des articles 102, 7 et 8 de la Constitution, mais il s'est servi du sursaut populaire pour sauver le système et mettre ses concurrents en prison. La mort de Gaïd Saleh va chambouler tous les calculs du régime qui a fondé toute l'opération de succession à Abdelaziz Bouteflika sur la feuille de route imposée par le désormais ex-chef d'état-major. Cette disparition intervient 3 jours à peine après l'investiture illégitime du nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui, lui, a décerné une médaille en guise de remerciement pour l'avoir coopté à la tête de l'État. L'APS a rapporté que Tebboune a nommé Saïd Chengriha au poste de chef d'état-major de l'AMP par intérim, un état-major fragilisé par la gestion chaotique de celui qui l'aura tenu d'une main de fer pendant 15 longues années, durant lesquelles il a servi et protégé le système Bouteflika avec zèle. Il se pose maintenant l'épineux problème de la succession, dans un contexte marqué par des tiraillements et des conflits internes qui se sont exacerbés avec la dernière mascarade présidentielle où de hauts gradés auraient voulu adouber un candidat autre que celui sur lequel Gaïd Saleh a jeté son dévolu. Dès l'avènement de Tebboune au pouvoir, s'est posée la question de savoir si ce dernier allait maintenir l'ancien chef de l'armée à la tête de celle-ci et au poste de vice-ministre de la Défense nationale, voire le nommer ministre de plein exercice en dépit de son âge avancé, ou s'il allait se passer de ses services à sa demande après qu'il aurait assuré ses arrières pour éviter d'être inquiété à son tour par la justice. Vu les révélations faites par Taliba sur les nombreuses affaires illégales dans lesquelles ses fils sont impliqués. La question qui se pose, est-ce que Tebboune, qui aurait été imposé par Gaïd Saleh à l'encontre de la volonté populaire, serait fragilisé? Quelle sera la réaction du Hirak face à cette nouvelle donne? Un Hirak qui a subi toutes les tentations de division et d'essoufflement, mais qui a su toujours être à la hauteur des défis que traverse notre pays. La mort de Gaïd Saleh aujourd'hui, 23 décembre, qui coïncide avec celle de la disparition il y a 4 ans d'Aït Ahmed, Rabbi Rahmou. Le bon Dieu dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Est-ce qu'on peut mettre à même pied égal les ténèbres et la lumière? Gaïd Saleh s'est érigé comme protecteur de la Isaba et sauveur du régime, en ordonnant l'emprisonnement de personnalités politiques comme Karim Tabou, Fodil Boumela et Samir Belarbi, ou encore le symbole historique, le grand moudjahid, l'Akhdar Bourga. Hossein Aït Ahmed a dédié sa vie, par son combat politique, à lutter contre ce régime, qui l'a emprisonné, qui l'a exilé jusqu'à sa mort. Le peuple sait reconnaître les siens. Aït Ahmed disait un jour, la parole reviendra au peuple. Même si la nuit semble longue, le jour et le soleil finiront par se lever sur l'Algérie.
Algérie, Gaïd Salah est mort, la révolution est vivante. Le titre de notre émission ce soir. Marhaba bikoum. J'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Aussi, on aura avec nous un grand plaisir aussi Idir Nouran, analyste politique. Idir, marhaba bik, bonsoir. Merci, M. Joudi, pour l'invitation. Et on aura aussi Moussab Hamoudi, chercheur en sciences politiques, et Karim Neitou Slimane, militant politique, et depuis Alger, Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS. On va essayer de laisser Moussab Hamoudi nous joindre. Je commencerai avec vous, Idir Onouran, si c'est possible. Idir Onouran, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la nouvelle de la disparition de Gaïd Salah, quelle est votre lecture par rapport à cette nouvelle? D'abord, merci pour votre invitation. La lecture qu'on en fait là tout de suite, c'est que ça va bouleverser, me semble-t-il, tout l'échiquier politique du pays. M. Tebboune ayant été mal élu, pas élu, désigné, pas désigné, devient dans un premier temps secondaire, parce que c'est le cœur nodal du pouvoir détenu par M. Gaïd Salah et l'état-major, qui sont dans le cœur de cible du Hirak à la fois. Se pose la question, on l'avait déjà dit, comment on va arriver à subordonner et avoir un effet de subordination du pouvoir militaire vers le pouvoir politique. M. Gaïd Salah, M. Tebboune, dans son allocution, a parlé de révision constitutionnelle. Heureusement qu'il a parlé du vivant de M. Gaïd Salah. Ça, c'est le premier élément. Il nomme un chef de gouvernement par intérim. Il nomme aussi, d'après le communiqué de la présidence de la République, où il reprend ses prérogatives constitutionnelles, M. Tebboune, président de la République, ministre de la Défense nationale, nomme M. Ben Gueriha, chef d'état-major par intérim. Cela nous pose problème, cela nous pose question. Le chargé de l'exécutif, donc M. Boukadoum, et le nouveau chef d'état-major par intérim posent problème de par le fait qu'ils sont nommés par intérim. Qu'est-ce que cela peut supposer dans la tête de M. Tebboune? Mais là, on y reviendra un peu plus tard pour développer tous ces arguments-là. Moi, je pense que les cartes vont être rejouées, même au niveau de l'état-major, où on saura véritablement, parce qu'en fait, les grandes manœuvres ont commencé au moment où M. Gaïd Salah rendait son dernier souffle. Les manœuvres ont commencé à ce moment-là. Et moi, je pense qu'il faudra continuer évidemment aujourd'hui. Moi, je pense qu'on verra un peu plus clair et que le nouveau pouvoir installé en Algérie par M. Gaïd Salah, c'est-à-dire par l'intermédiaire de M. Tebboune, après les 3 jours de deuil, on aura déjà des pistes, on verra dans quelle direction on peut nous emmener. Très bien. Je vais juste prendre, on me dit que Cheikh Ali Belhadj est avec nous depuis Alger. Je vais prendre Cheikh Ali Belhadj, comme ça on laissera le temps de Moussab Hamoudi de s'installer. Cheikh Ali Belhadj, vice-président du FIS, salam alaikum, marhaba bik. مرحبا بك سي شيخ علي. نعم. مرحبا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علي، يعني السؤال الأول، يعني كيفاش تلقيتم خبر وفاة القايد صالح؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللإخوة المشاركين وللنظافة الكرام. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نحن عندما بلغنا وفاة قائد الأركان قلنا إن الرجل قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى، والمولى سبحانه وتعالى حسابه غير حساب الناس، فالله تبارك وتعالى أعلم بظواهر الناس وبواطنهم، والله سبحانه وتعالى عندما يحاسب عبدا
من عباده لا ينظر إلى مكانه ولا إلى منصبه، وإنما ينظر إلى قلبه، كما جاء في الآية القرآنية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن ولكن يعني الشيخ هنا بقلبه وأفعاله. القلب مم. هذا محل نظر الله تبارك وتعالى، والأفعال هي محل نظر الناس. والأفعال كما لا يخفى على كثير من الناس قد تكون أفعال ظاهرها حسن وباطنها غير ذلك. هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ولا معليش يا شيخ، معليش، يعني هذا راهو كلام جميل ومفهوم. الآن يعني أنا السؤال تاعي هو سياسيا، المعنى تاعو سياسيا، وفاة القايد صالح الآن في الظرف هذا. أولا، لماذا تحدثت عن هذه المسألة؟ نعم. لأن اليوم غالب القنوات الفضائية ذهبت إلى هذه الزاوية، حتى هنالك من بالغ وشبهه بالخلفاء الراشدين وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب. هذه المبالغات التي لا أصل لها في شرعنا يعني هي التي تملي علي في الحقيقة أن أصوب إذا كان هنالك الأصوات كلها في اتجاه. فنحن عندما فتحتم لنا هذه النافذة للحديث لابد أن نصوب الأشياء وأن نجعل الأشياء في نصابها. نحن دائما نكون في جانب الوسط. نحن لسنا مع الغلو ولسنا أيضا مع لا إفراط ولا تفريط. نأخذ المسائل بالوسط. الرجل كان قائد للأركان. نحن علاقة الشعب الجزائري به لو لم يكن قائد الأركان لما كان هذا الحديث أصلا. يعني سوف يكون يموت موت إنسان عادي يترحم عليه من يعرفه من أقاربه وجيرانه، لكن هذا لا، هذا له بصمات في السياسة على البلاد. والناس الذين نقدوه لم ينقدوه لأنه شخص، وإنما نقدوه لأنه قائد الأركان. والآن عندما تلوت الآية القرآنية الكريمة إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار نتاعو الآن أيضا سوف يحاسب عليها يوم القيامة. السياسات التي فرضها على الشعب الجزائري، الإقصاء الذي يعني مارسه على الشعب الجزائري، خطة الطريق التي وضعت في السكنات، هذه أيضا محل محاسبة عند الله تبارك وتعالى. نحن لا نتحدث على الرجل كشخص، نحن نتحدث على قائد الأركان معذرة على كل حال. ولذلك هذه الأشياء ينبغي أن توضع في نصابها. ونحن نرى بأن أي قائد أركان، أي سياسي، أي عسكري، قائد صالح أو شنقريحة أو من يأتي بعده أو من يأتي قبله، عندما يتدخل في الشؤون السياسية من حقنا أن نرد، ومن حقنا أن ننتقد، ومن حقنا أن نعترض. هذا شيء. هل السياسة التي سلكها أتت بالثمار الحسنة أو بغير الإمارة؟ هذا هو محل حسابنا، هذه الزاوية التي ننظر فيها على. أما المسائل الأخرى فقد أفضى إلى الله عز وجل. الله هو الذي يعامل الناس كل بما يستحق. أما أن نخلط أسداسا يعني أن القنوات العامة والخاصة أصبحت تتحدث عن تاريخه وعن كذا، وحتى رفعته حتى يعني جعلته في مصاف قادة الثورة الجزائرية، وبعضهم ذهب به إلى عثمان بن عفان. هذا غلو، هذا تطرف، هذا في الحقيقة مدح لا ينبغي أن يكون. نحن نتحدث على الرجل لأنه يعني مش قائد الأركان يتحدث على المسائل العسكرية البحتة، هذه لا دخل لنا فيها. هذا محل اهتمامه. دخل الناس كلهم الذين تحدثوا أو انتقدوا قايد صالح انتقدوا السياسات
لأنه حشر أنفه في السياسات، وهذا شيء مستنكر وسوف نستنكره معه ومع غيره. أما القضايا الأخرى الوفاة فهذه مسألة أخرى. الشيخ علي بالحاج، يعني نعاود نولوا الكثير كان يقول باللي القايد صالح هو الرجل القوي يعني تاع النظام. هل وفاة يعني القايد صالح الآن هو يعني ذهاب هذا النظام، ولا القايد صالح كان يعني واجهة من الوجوه يعني التي عرفها هذا النظام؟ وحتى يعني كنا نقولوا توفيق هو رب الجزائر، ورانا نشوفوا الآن وين راه توفيق. يعني كيف ترى أنت الآن، هل النظام راه في هشاشية ولا مازال هو النظام يعني في القوة تاعه حتى بذهاب القايد صالح ولا بوفاة القايد صالح؟ أولا النظام ليس أشخاص، النظام منظومة سياسية. هذه المنظومة السياسية ما زالت قائمة، حتى الذين جاءوا ما زالوا يسلكون نفس المسلك. اليوم حتى في الوفاة نفس المسلك، نفس المسلك. يعني عندما يتوفى قائد عسكري أو قائد سياسي من 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 المنظومة يسلكون معه هذا المسلك، وهذا مسلك يعني قديم، يعني يتوارثه هذا إثر هذا. النظام السياسي والمنظومة السياسية ما زالت قائمة، ولا شك أن هنالك تصدع الآن، سوف يحدث تصدع في المؤسسة العسكرية، وآثارها سوف أيضا تمس المؤسسة السياسية بما في ذلك تبون. الآن الآن عندهم مفاجأة. ثم السؤال الذي يطرح، نعم الرجل يعني بلغ من الكبر العتية 80 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. ولكن نحن أيضا نطرح سؤال آخر، وهذا سؤال مشروع ينبغي أن يطرحه الآن: هل الرواية التي أعطيت على الوفاة رواية صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا ما ستكشفه الأيام أو السنوات المقبلة. احنا شاهدنا قائد الأركان العماري أيضا نفس الشيء حدث له، هذا اسماعيل العماري نفس الشيء هذا، وهناك شخصيات سياسية أيضا حدث هذا الموت الفجأة يعني يحدث. ولكن عندما يكون في شخصيات سياسية أو شخصيات عسكرية، هذا سؤال مشروع عند الإعلاميين وعند السياسيين. هل الرواية التي أخرجت للناس هي كما قيل، أم أن هنالك أشياء أخرى؟ هذا ما تكشفه الأيام. ولذلك نحن لسنا سذج وذهاب يعني بوتفليقة أو قايد صالح أو فلان لا يغير النظام. النظام عندما يتغير عندما يتغير المنظومة السياسية التي قائم عليها النظام السياسي في البلاد. الكثير كان يقول شيخ علي بالحاج أن يعني تبون كان رجل تاع القايد صالح. الآن يعني وفاة القايد صالح، هل تبون راهو في وضعية يعني ممكن نقولوا يعني مش سهلة؟ لم أسمع السؤال جيد، بارك الله فيك. يعني السؤال تاعي هو تبون تعيين تبون كرئيس، هو الكثير كان يعني المحللين كانوا يقولوا باللي تبون كان رجل ثقة القايد صالح وهو الذي فرضه. يعني هل هو الآن في مأزق يعني مدام القايد صالح توفى؟ لا، هو لا شك على كل حال كما قلت أن هذا يعني التبون لا شك أنه سوف يتأثر بهذه الوفاة، وأيضا سوف تتنازعه يعني كتل داخل المؤسسة العسكرية، لأن أيضا المؤسسة العسكرية ليس من السهل أن تكون منسجمة بعد وفاة قائد الأركان كما هو معروف. لابد الآن قادة
قادة النواحي عندهم هواجس، وايضا الاجهزه الامنيه عندها هواجس. ما هو المصير؟ ماذا سوف يكون؟ هل سوف يعدلون عما كانوا ينوون عليه، ام ان ستتغير؟ حتى الرئيس الان لم نسمعه لحد الان، يعني قرأت فقط رساله، هل هو كتبها او كتبت له؟ هذه كل اشياء في الحقيقه مخفيه عنا. والعجيب ان الاعلام في الجزائر، القنوات العامه والخاصه، يعني ذهبت الى المدح وتركت جوهر القضيه. جوهر القضيه وهو ان حتى الان بعض الناس يقول لك غدا مثلا لا نخرج الى المسيرات. يعني لماذا لا نخرج؟ ما علاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه احد وأشيع بأنه توفي عليه الصلاة والسلام، والصحابة هناك من قال نتوقف وهناك من قال لا نتوقف، وربنا عز وجل قال وما محمد إلا رسول. الشيخ علي بالحاج، معلي اسمح لي قطعتك، هذا هو السؤال تاعي اللي حبيت يعني نختم به. كيف ترى يعني ردة فعل الحراك بعد يعني وفاة القايد صالح؟ الكثير شفنا في شعارات منذ 10 أشهر كانوا يناديوا الجزائريين بتنحي القايد صالح، والآن كيفاش راك تشوف ردة فعل؟ أولا لابد أن ننصف الحراك لو كان هناك قائد أركان غير قايد صالح وسلك نفس المسلك لكانوا سيكون رد فعلهم يتغير الاسم. القضية قضية أنه فرض على الساحة السياسية خريطة طريق من السكنات العسكرية، هذا هو محل الاعتراض. والآن الحراك لابد أن يمشي في طريقه سواء يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء، لكن لابد أن يراجع نفسه، يراجع شعاراته، يراجع يعني التكتيك نتاعو بما يراه هو الآخر. لكن لا علاقة بين الوفاة في مجال والعمل لصالح الأمة في مجال آخر. لكن لا شك أن هذه الوفاة سوف تحدث يعني هزة عنيفة سواء داخل قيادة المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية أو المؤسسات الأخرى بالتبع. يعني سوف يكون هنالك يعني ارتدادات، وحتى ربما تكون هنالك مراجعات. ونحن نتمنى الشيء الذي نتمناه أن يفهم الناس بأن البقاء لله تبارك وتعالى، وأن المولى عز وجل يعني في الحقيقة لا يريد من العباد يعني الكلام فقط، وإنما يريد منهم الأفعال الصالحة التي تصلح البلاد والعباد. ومهما كان الشخص هذا قائد أركان أو كان سياسي أو كان شخصية علمية أو دعوية أو كذا، فكما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، والمولى سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع. لكن نحن في الحياة الدنيا يعني نتعامل بالظاهر والله يتولى السرائر. والظاهر أن السياسات التي سلكها قائد الأركان سياسات غير رشيدة، وأقحم نفسه في مجال سياسي ما كان له أن يدخل فيه. نعم. ولو لم يدخل فيه لكان شيء آخر. باختصار شيخ علي بالحاج، غدوة يعني ثلاثاء 44، كيفاش راك تشوف يعني هل الجزائريين والطلبة يخرجون بقوة حتى يعني بعد وفاة القايد صالح؟ لا بد، لأن الأهداف والمطالب لم تتحقق. الأهداف والمطالب التي طالب بها الحراك طيلة 44 جمعة و44 يعني ثلاثاء لم تتحقق. هنالك التفاف حول الحراك والتفاف حول المطالب، ولم تتحقق هذه المطالب إلا بطريقة المكر والخديعة والمناورة السياسية. أن أقول بأن هذه الحراك لابد أن يتواصل الثلاثاء والجمعة، وإذا أرادوا الزيادة على ذلك فلهم ذلك. لكن لابد أن لا ينظروا إلى الأشخاص مهما كانت مناصبهم، ينظروا إلى المطالب التي تعود بالنفع على الشعب الجزائري في دينه ودنياه وهويته وتاريخه ومستقبله. هذا هو الذي ينبغي أن ينظر إليه. فالحراك له جانب والوفاة لها جانب آخر، ولا نخلط بين الأمرين ولا نلغي هذا
من أجل هذا ليس من العقل، بل هنالك ربما من يريد أن يفكك الحراك تارة بهذه الحجة وتارة بهذه التعلة لإضعافه وأيضا تقسيمه وتمزيقه وتشتيته. فليحذر الحراك على أن يقع في هذه الفخاخ المنصوبة له. يمشي في الطريق عندما يرى المعالم المطالب وهي واضحة من الجمعات الأولى إلى يوم الناس هذا، واضحة تريد تغيير النظام تغيير جذري، وأن الشعب هو الذي يصنع دستوره بنفسه، وأنه هو الذي يختار بين البدائل المعروضة دون إقصاء ودون تهميش. هذا الذي يريده الشعب الجزائري الكل. الحراك هو ممثل فقط، هو ممثل عن الشعب الجزائري. ما الذين يخرجون في الحراك يخرج واحد ولكنه يمثل من ورائه أسرة فيها 10 فيها 3 فيها 4. إذا الحراك كله هو عبارة عن ممثلين عن جماهير الشعب الجزائري عبر جميع الولايات. شكرا. الثورة 22 شخصية يمثلوا الشعب الجزائري. نعم. هذا شكرا شيخ علي بالحاج. شكرا شيخ علي بالحاج اللي كان معنا فيس بريزيدون دو فيس. يعطيك الصحة بارك الله فيك. إبراهيم يونسي مرحبا بك. Brahim Younsi, on a entendu Cheikh Ali Belhadj. Donc, c'est par rapport donc, à la disparition de Gaïd Saleh. Il dit que ce Hirak doit continuer. Comment donc, vous voyez cette disparition de Gaïd Saleh peser sur le Hirak, si on peut dire, et aussi sur l'état-major? D'abord, c'est tout un château de cartes qui s'écroule. Aujourd'hui, Tebboune est orphelin. Son tuteur est mort. Mais je ne sais plus qui a dit cela. Il est des morts qu'il faut qu'on tue. Donc, Gaïd Saleh mort, il faut l'exécuter, il faut le tuer. La situation est aujourd'hui beaucoup plus claire qu'avant. Parce que nous continuons dans la constitutionnalité, à privatif. Nous sommes sortis, il y a eu une rupture constitutionnelle, et cette rupture constitutionnelle continue. Et je reprends ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Idir, à propos du communiqué de la présidence. Parce que le président, entre guillemets, Al-Majid Tebboune, s'est présenté comme ministre de la Défense, comme si la fonction de ministre de la Défense était constitutionnelle. Alors que l'article 91 de la Constitution ne le lui reconnaît pas. Le chef de l'État, dans son article 91, dit qu'il est le chef des armées et le responsable de la défense nationale. Il ne dit pas qu'il est systématiquement, constitutionnellement, ministre de la Défense, donc il y a déjà une usurpation de fonction. Quant à la révolution, moi je ne dis pas Hirak. Demain les étudiants doivent sortir. C'est un jour ordinaire, ils doivent le rendre extraordinaire, parce qu'ils doivent sortir encore plus en force. Ils doivent montrer que cette disparition ne concerne pas la révolution, ne concerne pas l'Algérie, mais concerne un système et un régime. D'ailleurs, très vite fait, on l'a remplacé. Concerne un système et un régime, est-ce que ça l'affaiblit? Ah oui, évidemment. Évidemment. Parce que depuis 10 mois, disons depuis les... Mais Cheikh Ali Belhadj a parlé que le système n'est pas une question de personnes, mais tout un système qui est là, qui est en place. On a vu des personnes très puissantes disparaître. Mais ça concerne le système, et le système s'affaiblit. Le système s'affaiblit, il est affaibli depuis très longtemps. Et la disparition de celui qui l'a porté sur son dos depuis 6 ou 7 mois disparaît. Je ne crois pas que les successeurs, bien sûr qu'il y a un système qui peut se tenir. Le président est désigné, nommé, est déjà dans la fragilisation, il est déjà fragilisé. Fragilisé du point de vue intérieur et fragilisé du point de vue extérieur. D'autant que ce n'est pas des masses, il n'a pas été félicité par l'ensemble des chefs d'État, notamment occidentaux. C'est-à-dire qu'il est très fragile.
La dernière fois chez vous, j'ai dit il est président pour combien de temps? Je répète la question. Il est président pour combien de temps encore? Tebboune. Bien sûr. Ouais, il est président pour combien de temps encore? Il en a pour quelques semaines parce que la situation va changer du tout au tout. Le système se meurt lui-même avec la mort de Gaïd Salah. Le système se meurt aussi. Comme dit Bossuet, Madame se meurt, Madame est morte. Karim Naïtou Slimane, je passerai à vous, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pensez que le système a été affaibli par la disparition de Gaïd Salah? Affaibli certainement, secoué certainement, parce qu'il faut dire quand même que Gaïd Salah était quand même l'homme fort de ce régime et surtout qui représentait une ligne très dure à l'intérieur de ce régime, une ligne qui a imposé sa feuille de route qui a été portée par le Gaïd Salah, une feuille de route qui allait à l'encontre de la volonté populaire. Donc je vois en ce décès un affaiblissement certain du régime et surtout aussi une occasion peut-être pour les hommes du régime de revoir un peu leur copie et de réviser leur position afin peut-être aussi de permettre maintenant aux acteurs politiques de trouver une solution politique à la crise que traverse l'Algérie actuellement. Voilà, une issue, parce que je pense que Tebboune, réellement, il est, je suis d'accord quand vous dites qu'il est orphelin, oui, et son soutien, on a vu d'ailleurs, je me demande d'ailleurs, au moment de la cérémonie de son investiture, si le baiser qu'ils ont fait, si ce n'était pas un peu le baiser de la mort en quelque sorte, parce qu'on les a vus faire un câlin et un baiser, et là tout de suite après on voit, donc peut-être c'est le destin, c'est un des jeux du destin. Maintenant Gaïd n'est plus, Tebboune est un peu esselé, et comme on sait que le régime est traversé par de nombreux courants, donc le président maintenant désigné n'a plus le soutien qu'il avait avant. Donc peut-être, tout à l'heure on discutait avec Daïdir, peut-être sur la mise en perspective de cette situation, peut-être que Tebboune aussi a d'autres feuilles à jouer, peut-être qu'il va se rapprocher plus du peuple pour gagner en légitimité, peut-être qu'il va lancer quelque chose de plus politiquement sérieux. Donc il y a des cartes peut-être pour l'avenir du Hirak qui peuvent être positives. On parlera des différents scénarios, des perspectives, mais Moussab Hamoudi est avec nous. Marhaba bik Moussab. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en sciences politiques. Moussab Hamoudi, quelle est votre lecture par rapport à la disparition de Gaïd Salah? D'abord sur l'état-major lui-même et aussi sur l'impact sur le Hirak. Le Hirak ou la révolution algérienne, depuis 10 mois qu'elle demande, les Algériens demandent donc, le départ de Gaïd Salah, lui qui était donc cet homme fort de régime. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Alors moi je sépare deux dimensions, d'abord l'humain et puis l'analyse. L'humain, moi je m'incline devant la mort de l'humain, naturellement, donc j'ai aucun mal à dire Allah yarham al-mouta, et je pense énormément à toutes les victimes de la harga et de la hagra par la même occasion. Maintenant, la situation à l'état-major, c'est qu'il faut savoir quel est le profil de Gaïd Salah. Gaïd Salah, c'était quelqu'un qui a concentré autour de lui, dans sa main de fer et son gant de velours, tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir militaire, mais aussi le pouvoir politique. Donc le pouvoir politique avec la domination du discours politique, le pouvoir militaire, non seulement avec les différentes régions militaires, mais aussi les appareils sécuritaires, l'espionnage, contre-espionnage, etc. Donc c'était effectivement l'homme fort du système. Avec sa disparition, donc automatiquement, il y a ces prérogatives qui vont être disputées. Ce qui fait qu'actuellement, nous sommes en face d'un système, avec la disparition de Ahmed Gaïd Salah, qui est, le mot exact, fragmenté. Il y a une particule à observer, que j'appelle le paradoxe de la clôture et de l'ouverture. C'est-à-dire on a un état-major, un pouvoir, un régime finalement complètement recroquevillé, complètement dans la clôture. On a vu la cérémonie, c'était quasiment à huis clos. Pas de présence internationale, la couverture médiatique seulement
pour les médias pro-régime en face de la dynamique du Hirak qui est l'ouverture, c'est-à-dire le monde mondialisé, les appareils sociaux, les différents moyens d'expression. Donc ici, le problème de l'état-major, c'est qu'il est non seulement dans une clôture, mais une clôture et une fragmentation. À partir de là, on a vu, il a tablé tout sur le processus du 12-12. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu un président sans légitimité, qui n'est pas reconnu à l'international, la couverture médiatique était très claire, et aussi, il n'a pas mis les jalons d'un processus politique futur. Donc ici, indéniablement, l'état-major se trouve amoindri, affaibli, à l'image même de Gaïd Salah dans sa dernière apparition lors de l'investiture de son Tebboune. Et quel impact sur la révolution, sur le Hirak? Demain, donc c'est les étudiants, mardi 44. Comment les Algériens vont prendre la disparition de Gaïd Salah? Bon, déjà, il y avait une anticipation. On a vu toutes les pages annexes du régime qui a dit oui, arrêtez, n'allez pas, ne sortez pas, observez un deuil. Donc ici, ils ont senti un danger. Donc ils sont clairement à la défensive, ils sont amoindris et affaiblis. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est clair. Gaïd Salah, c'est du passé, mais le problème du peuple algérien, ce n'est pas qu'avec Gaïd Salah autant que personne. C'est avec l'état-major, avec les militaires qui interfèrent dans le politique et qui gâchent la vie politique de l'Algérie. Maintenant, Gaïd Salah, c'est du passé. On continue parce que le problème, c'est le commandement militaire qui exerce sa domination sur la vie politique. Ainsi, demain, il faut sortir massivement. C'est une grande opportunité qui s'offre aux étudiants pour montrer leur vaillance et leur poids dans le Hirak. Rappelons, il faut rappeler qu'à l'initiale, le Hirak était alimenté par les supporters de foot. Un peu, bon, il y avait les étudiants, mais ils ont raté le coaching face aux joueurs de foot. Maintenant, c'est à eux de rattraper ça. Demain, il faut que ça soit historique, il faut que ça soit légendaire, une sortie massive, parce que c'est un coup qui doit être adressé à l'état-major. Et toujours la revendication est claire, une vie politique civile, non pas militaire, madaniya machi askariya. Très bien. Idir Honoran, je reviens à vous. Donc, la nomination par intérim de Saïd Chengriha, qui a pris le poste de Gaïd Salah, est-ce que vous pensez qu'on aura la même position de l'état-major par rapport donc, à la révolution algérienne, qui a toujours donc, cette feuille de route qui veut l'imposer à l'encontre de la volonté populaire? Moi, je pense que depuis l'annonce du décès de M. Gaïd Salah, les manœuvres ont déjà commencé, même au sein de l'armée. C'est le premier élément. Dans le décès de M. Gaïd Salah va impacter sur la cohésion de l'armée, ça paraît, je pense que c'est une évidence. Par contre, ce que je pense, c'est que peut-être que les stratégies individuelles des décideurs, on va dire, c'est-à-dire des directeurs de force, vous dites, unités, je vous coupe la parole, désolé. Quand vous dites ça va impacter donc, sur la décision de l'état-major, comment ça? Comment elle peut impacter? Ça va impacter parce que ça rejoint un peu de ce que disait notre ami Moussad, c'est ça? Oui. Et même ce que disait Karim Ibrahim, ça va impacter dans le sens où on a eu finalement un système gaïd omniprésent. C'est lui qui a tout imposé. Il a imposé par la force de l'ancienneté, par la force de son parcours peut-être. Moi, je ne suis pas apte à juger de son aptitude en tant que chef d'état-major, mais je l'ai dit ici sur le plateau, c'est un piètre politique. Parce qu'en politique, on calcule le coup d'après. Ça va impacter sur la cohésion. Mais si l'état-major est assez intelligent, les chefs de région, les commandants des forces de feu, etc., vont vers des stratégies individuelles, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait des convergences collectives. Parce que, il faut qu'ils surveillent leurs intérêts, ça paraît évident. Et deuxièmement, toutes les stratégies individuelles sont vouées à l'échec. S'il y a une convergence d'intérêts et que finalement, le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major qui sera désigné par M. Tebboune, parce qu'il ne faut pas oublier la variable d'ajustement qui est Tebboune. Qu'on dise de M. Tebboune que c'est l'homme de Gaïd Salah, que c'est M. Tebboune, constitutionnellement parlant, est le patron. Ne faut pas l'oublier. Il a dit dans son discours d'investiture, j'appelle à une révision constitutionnelle. Moi, j'imagine très bien dans son périmètre d'action de nommer un nouveau chef d'état-major, d'écrémer l'état-major, mais ça dépend aussi des soutiens qu'il aura à l'international, parce qu'il faut se poser ce type de questions. Troisièmement, il est capable de dire et de coller aux revendications du Hirak en disant
on ne va pas vers la constituante, on peut aller vers le processus constituant. Il va élargir les détenus, dont le général Ardiri, dont le général Ben Hadid, dont le commandant Bourga et tous les détenus d'opinion, ce qui ferait qu'il répondrait à l'ensemble des doléances du Hirak. À ce moment-là, la question se pose, que va devenir le Hirak? S'il répond à ça, lui, c'est sa feuille de route. Mais est-ce qu'il aura la possibilité, et là je suis en léger désaccord avec Brahim... C'est la feuille de route de Tebboune, vous voulez de dire. Tebboune, Est-ce évidemment. que vous pensez qu'il pourra faire ça aussi? C'est la feuille de route probable. Non, ça c'est une carte à jouer. Là, je suis en hypothèse haute. En hypothèse, voilà. C'est tout simplement. Je ne dis pas que ça va se passer, mais lui, pour asseoir son pouvoir, et puis le fait qu'il dise au peuple algérien, nous allons vers aller un processus constituant, il va élargir l'ensemble des détenus, il va libérer les espaces politiques, les espaces médiatiques, il va répondre globalement à l'ensemble des doléances du Hirak. À ce moment-là, ça aura pour but de quoi? Tout simplement une seule chose, M. Joudi, c'est qu'il va relégitimer son élection. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Brahim? Je suis d'accord avec toi, que tu ne sois pas d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que d'abord, il n'y a pas de rationalité. Il n'y a aucune rationalité. Aucune rationalité. On sait que les textes sont faits... Et on sait très bien que son pouvoir est très limité. Pas seulement très limité, il n'a pas de pouvoir du tout. Il n'a pas sur qui va-t-il s'appuyer pour faire tout cela? Sur qui? Sur quelle base va-t-il s'appuyer? Sur l'armée encore? C'est évident. Sur l'armée. Cela veut dire que tout ce que tu viens de dire ne se produira pas. Il n'y aura pas de processus constituant si l'armée reste à la manœuvre, et elle reste aujourd'hui à la manœuvre. Maintenant... Elle sera en coproduction, attention. Reste à la manœuvre, parce que dans notre système politique, il n'y a aucune rationalité. Et on l'a vu tout au long de ces 10 mois. Tout au long de ces 10 mois. Maintenant, pour avoir un signe qui pourrait être palpable, et de savoir qui va faire l'éloge funèbre ou l'oraison funèbre de Gaïd Saleh. Ça donne une direction, ça donne une indication. D'autre part, ce qui est aussi, de mon point de vue, aussi une chose à voir, c'est demain. C'est à partir de demain avec les étudiants, avec la Révolution. Parce que jusqu'à maintenant, la Révolution a eu la bonne vitesse et la bonne direction. Est-ce qu'elle va maintenir sa vitesse et sa direction parce qu'elle va croire que Tebboune lui promet un processus constituant, qu'il va libérer les otages? J'étais dans l'hypothèse, oui. Brahim. Voilà. C'est-à-dire que la Révolution doit maintenir son cap, doit maintenir sa vitesse. C'est pas ce que j'ai dit. Et maintenir sa direction. Sinon, du système, il ne faut s'attendre à strictement rien. Il n'a aucune offre politique à faire. Il est fini. Le système est fini avec la chute, avec la mort de Gaïd Saleh. Ce qui veut dire que ça laisse des perspectives. À la Révolution. Oui, évidemment. Sincèrement, je ne crois pas que le système est fini avec la mort de Gaïd Salah, parce que déjà, il y a une petite nuance à apporter. Déjà, dans le protocole, normalement, c'est Ben Ali qui devait être le successeur de Ben Saleh. Qui était le plus âgé. Par l'âge le plus âgé. Oui, le plus âgé, et même le protocole de Gaïd Salah. De Gaïd Salah, ouais, de Gaïd Salah. Donc normalement, ça devait être Ben Ali. Saïd Ça va Chengri régler Haki. la raison soulève. Je ne suis pas du tout. Donc par le grade et le protocole, c'est normalement Ben Ali. Finalement, ils ont opté pour Saïd Chengriha. Ça veut dire qu'il y a déjà des réunions, qu'il y a eu un certain consensus. Qu'est-ce qu'on sait de Chengriha? Chengriha, il est de l'entourage proche de Gaïd Saleh. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une certaine continuité, ou du moins on l'espère pour ça, une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouleversement de l'institution militaire. Déjà, si on évite le pire, c'est déjà pas mal, parce que personne ne veut se retrouver avec une institution militaire déchirée ou bouleversée. Désorganisée. Voilà, désorganisée complètement. Donc là, il y a déjà Chengriha. Qu'est-ce qu'on sait aussi de Chengriha? On sait de lui qu'il paraîtrait qu'il n'est pas aussi politisé que le fut Gaïd Saleh.
C'est-à-dire que lui, c'est plutôt d'une formation plutôt technique, c'est-à-dire que probablement, il y a même certains qui espèrent qu'il va jouer le rôle technique de l'armée, mais il n'a pas cette ambition d'être le faiseur des rois. Et on dit de lui, pardon Karim, qu'il est à l'origine un peu de la professionnalisation de l'armée. De la professionnalisation, oui, tout ça, confirme, ça se dit de lui. Donc, Tebboune a quand même une carte à jouer, c'est-à-dire on peut espérer une certaine ouverture. Après, aller jusqu'à un processus constituant, je ne pense pas qu'on ira jusqu'à un processus constituant. Ça m'étonnerait de la part de ce régime. Mais quand même, il y aura peut-être, et la température, on pourra la mesurer en fonction des décisions qui seront prises à l'encontre des prisonniers d'opinion. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde sera libéré ou pas, et surtout dans quelles conditions? Si les leaders politiques du Hirak qui sont en prison, comme je parle par exemple des figures comme Karim Tabou, Boumalin, qui ont quand même une influence sur l'opinion politique en Algérie, seront libérés et surtout autorisés à poursuivre leur activité politique, alors là, c'est un signe d'ouverture. C'est ça, il faut attendre tout ça. Voilà, évidemment. donc oui, c'est un peu prématuré de juger. Voilà, donc c'est ça. Moussab, je pense que vous voulez rebondir. Oui, en fait, pour moi, à mon sens, il y a un certain nombre d'erreurs qu'il faut vraiment corriger, parce qu'en fait, tout régime autoritaire se base sur une culture. Le régime autoritaire algérien se base sur une culture qui n'est pas politique, contrairement à ce qu'on lui attribue, qui est anthropologique. Donc ça fonctionne à partir de guerres de clans, de coups bas et de domination un peu à la sauvage. Donc on lui attribue la possibilité de tracer une voie politique, c'est trop lui attribuer. Maintenant, la désignation de Chengreha, elle va dans le sens de la culture autoritaire du commandement. Parfaitement. La continuité. La continuité, parce que pourquoi? Celui qui devient chef d'état-major est toujours issu des forces terrestres. Tout à fait. Donc voilà, ça explique pourquoi aussi. Donc ça a tout le temps été respecté et c'est respecté. Donc c'est pas lui. À une seule exception. Pardon. L'exception ne confirme pas la règle. Bien sûr. Donc voilà. Par la suite, maintenant, la volonté politique, bien sûr, elle n'est pas attribuée à Chengreha parce que aussi dans son itinéraire en tant que militaire, c'est un criminel. C'est celui qui a écrit les pages les plus sombres de la décennie noire. C'est-à-dire quand on prend un livre comme celui de Habib Souaidi sur la Salière, les pages les plus nauséabondes, c'est celles où figure le nom de Chengreha. Or, maintenant, une situation nouvelle, c'est que ça, c'était avant, dans les années 90, puisqu'il était dans l'opérationnel, il était sur le terrain. C'est la première fois maintenant qu'il endosse un rôle politique. Ce n'est pas un expérimenté de la politique, mais il doit faire des choix sous la pression interne, donc du Hirak, et aussi la pression internationale. Cette région, les lignes sont claires au niveau des puissances internationales ou régionales, il ne faut pas la déstabiliser. Et c'est pour cette raison que, même pour tout à l'heure avec Ali Belhaj qui dit ouais, c'est bien que Gaïd Salah n'a pas tiré, c'est tout à son honneur. Non, il ne doit ça à personne. C'est comme ça, un militaire ne doit pas tirer tous azimuts sur les civils, d'autant plus que ça risque d'enflammer une région déjà embrasée par la situation en Libye. En d'autres termes, vous dites, Moussab, que rien ne va changer. Ça veut dire l'attitude de l'état-major ne va pas changer envers ce que demandent les Algériens, le Hirak. Nuance. Dans son fond, dans son propre fond, il ne veut pas changer, bien sûr. Mais la situation impose une autre donnée, un autre état, une autre distribution de cartes. Il n'est pas maître de la situation. Maintenant, il est sous pression, l'état-major. Chengreha, d'autant plus, puisqu'il n'a jamais pris une décision politique. Donc, il est sous pression. C'est un peu le maillon faible de ce conflit, puisque l'état-major le vit comme un conflit. La rue le vit et le Hirak le vivent comme une révolution. Et ainsi, donc, il est très affaibli, très amoindri. C'est ce qui peut le pousser à plus de rationalité. Maintenant, on sait aussi qu'il est impliqué dans des affaires de corruption. On sait que sa fille est à Genève, placée aux Nations Unies, avec un salaire de 10 000 €, tout ça. Donc ça n'échappe pas à la règle. C'est dans la configuration de l'institution militaire à l'algérienne. Mais il faut observer le schéma à travers cette culture autoritaire. La volonté politique, elle sera imposée par la rue, par le Hirak. Et c'est pour ça qu'au lieu de désigner les représentants, et d'ailleurs, s'ils avaient été désignés, ça aurait été une catastrophe au vu du décès de Gaïd Salah. Donc, il faut continuer dans l'escalade jusqu'à imposer le tempo final à l'état-major, le pousser à reconnaître un changement de régime. Quand vous dites plus de rationalité, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire accepter qu'il ne dialogue pas tout seul, qu'il n'est pas le seul sur l'échiquier et le rapport de force, et admettre, comme les puissances internationales, qu'il y a une deuxième partie très forte, qu'il y a le rapport de force, qui le détient, et c'est le Hirak. Donc, accepter de dialoguer avec les civils et donner les préalables pour mettre un dialogue apaisé et serein pour un transfert de pouvoir et passer à un autre type de régime. Oui, j'ai quelques nuances aussi, parce que même quand on parle d'anthropologie, etc., ça remonte au mouvement national, ça remonte à des ruptures violentes tout le temps, ça remonte au fait qu'on ait assassiné plein de gens pour régler des différends d'ordre politique, etc. Je parle du CNRA du Caire de 57, du coup d'État contre le GPR en 62 à Tripoli, un congrès qui n'a jamais été, entre parenthèses, clôturé, etc., etc. Nous sommes d'accord sur ça. Le souci, c'est qu'il y a une donne qui a changé. Moi, je n'ai jamais parlé de régime, j'ai toujours parlé de problématiques de système. De ce côté-là, je suis très clair. Quant à dire et à affirmer qu'il faut simplement le rapport de force, je vous ai écouté la dernière fois quand vous faisiez la différence entre le dialogue et la négociation, vous venez de dire dialoguer. C'est un autre débat. Là, maintenant, non, ça c'est diplomatique. Oui, après, dans l'exercice de la politique, il n'y a que négociation. On était dans un cadre endogène, dans le cadre algérien. On ne parlait pas de l'endogène implique aussi l'exogène. Oui, bon d'accord. Excusez-moi. Si vous pouvez terminer, vous serez gentil. Mais continuez votre point, après on vous donnera la parole. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui, quelle que soit la tiédeur des félicitations et de la reconnaissance du nouveau pouvoir incarné par M. Tebboune, au-delà de la géopolitique, vous dites la crise libyenne, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, on a eu une diplomatie atone et aphone. La Turquie a signé, des accords sur les eaux territoriales méditerranéennes qui a poussé la Turquie à expulser l'ambassadeur de Libye sous 72 heures. Deuxième élément, la Turquie a signé des accords militaires avec la Libye. Qu'a fait notre diplomatie? La Libye, c'est notre premier voisin à l'est, au-delà de la Tunisie. C'est toutes ces questions-là où on sent que le pouvoir, l'État, les services secrets, notre diplomatie est atone et aphone. Nous sommes dans un contexte chrysogène. Moi, je pense honnêtement, et je ne suis pas un défenseur de Tebboune, je pense honnêtement, et je marque une différence avec Brahim, c'est qu'il y a une chance pour Tebboune historique. Je suis intimement convaincu qu'il va faire des avancées. Quand on dit M. Chagriha, il a fait M. Boualem Boussadia, moi tout ça c'est du passé. Oui. Quand vous dites, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. C'est pas grave. Mais quand vous dites Tebboune a une chance historique, alors que les Algériens n'ont pas voté pour Tebboune, le Tebboune il a été imposé, attendez, les Algériens. Moi je place ça sous l'angle formel. Je place pas, moi j'ai jamais voté pour Tebboune et je félicite les gens qui n'ont pas voté pour Tebboune, ça paraît évident. Je parle en termes de perspective par rapport à ce qui arrive, par rapport au décès de M. Gaït Salah. Qui vous dit qu'il ne va pas reformater l'état-major? Qui vous dit qu'il ne va pas mettre à la retraite? Je ne suis pas naïf ni crédule, mais ça peut se concevoir. Le souci est là. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est quoi? Enfin, ma crainte, je n'ai pas peur, c'est que le Hirak, par rapport à la nouvelle offre politique que fera Tebboune, après, il faut attendre 3 jours. Une fois je ne sais pas qui c'est qui a parlé d'horizon funèbre, c'est toi. L'horizon funèbre, on verra la direction que prendra Tebboune. À ce moment-là, on comparaîtra les analyses. À ce moment-là. Parce qu'avant, on n'est que dans des hypothèses de travail. Voilà. Et puis, il faut attendre déjà un petit peu. Et aussi, il y a les prisonniers politiques qui sont la pierre de touche, c'est-à-dire sur laquelle on va mesurer la véritable position de Tebboune ou de Chengriha qui sera derrière. Et la sincérité. Et la sincérité. Tout à fait. Parce que il ne faut pas aussi qu'on soit. Si Tebboune nous dit dans une semaine que Tabou, Boumala, tous les Bouragad, tous les détenus seront libérés et ils auront quand même le droit d'exercer. Ils ne sont pas privés de leur, de leur vie politique. Je pense quand même que c'est quelque chose de positif qu'il faudra prendre en considération. Ça ne veut pas dire que le Hirak doit s'arrêter. Tout à fait. Non, au contraire. Oui, tout à fait. Ça veut dire que le Hirak va politiquement il peut même s'enflammer. Il va s'enflammer politiquement. Pourquoi? Parce que là, on commencera à voir quelle est la véritable offre politique que propose le Hirak aussi. Parce qu'il y aura ses leaders, il y aura certains courants qui vont commencer à émerger. Et donc là, on rentrera dans le jeu politique. Et du coup, il pourra escompter à son actif toutes les décisions de Tebboune. Tout à fait. Et là, pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'Algérie, les Algériens vont vivre la politique, le politique. Et il y a aussi des divergences qui patientent et qui attendent, qui sont un peu sous
sont en train de mûrir les uns les autres. Voilà. Donc dans le Hirak, ce n'est pas un mouvement homogène. Du coup, il faut attendre. À mon avis, maintenant, il y a des espoirs, il y a des possibilités, des probabilités, mais il faut attendre. Il faut pas. C'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt pour juger. Donc il faut plutôt être dans la prospective. Moussab, il faut attendre. Karim Neutiliman est en train de dire, mais les Algériens ont un peu l'expérience avec ce régime. Qui ne peuvent pas attendre beaucoup de lui. Et vous avez parlé de cette force, de cette révolution de Hirak qui impose le changement. Bien sûr, gardons-nous de toute naïveté, puisque tout ce qui vient de ce régime n'est pas à prendre comme argent comptant, puisque ce régime n'est pas en odeur de sainteté. C'est un régime militaire. Les régimes militaires, on les connaît, et on les connaît surtout dans les processus de transition démocratique. C'est à ce moment-là où ils sont les plus vicieux. Ils avancent à petits pas. On l'a dit depuis le début, on a dit que les Algériens l'ont vécu mais bien sûr. Octobre 88, ce qui s'est passé après, mais même avec l'ouverture politique, l'ouverture médiatique, bien sûr. La tenue des élections qui a été l'une des plus propres, si on peut dire, en 91, après l'annulation du scrutin en 92. Les Algériens ont en mémoire tout ça. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas donner signer un chèque à blanc pour ce régime, et il faut être très vigilant. La vigilance impose qu'il ne faut pas lui attribuer des hypothèses un peu futuristes ou des spéculations, mais il faut le suivre pas à pas. Le rythme sera long, et la seule caution pour le Hirak, c'est l'escalade, c'est de mettre le régime militaire sous pression. La pression, elle est où? Parce que maintenant, le conflit, il se situe où? Ce n'est pas sur la figure de M. Tebboune. Loin de là, M. Tebboune n'est rien. N'oublions pas que c'est le premier président, toujours désigné, non pas élu, mais qui suscite un conflit dès le premier mandat au sein de l'état-major. C'est-à-dire qu'il n'a pas le consensus de tout l'état-major. Donc il est affaibli et son statut, ses postures, elles seront disputées entre plusieurs clans, si tant est que ça va durer ou pas. Mais l'essentiel ici, la vraie bataille, elle se situe où? Elle est dans la rue. Celui qui détient la rue détient le pouvoir. Et c'est ça l'originalité de ce Hirak, c'est qu'il y a des mots qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire quand on les traite, on a l'air qu'ils se ressemblent, mais finalement qu'ils ne se ressemblent pas. Quand on dit régime, pouvoir, gouvernement, ce n'est pas pareil. Et en étant dans la rue, le Hirak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le pouvoir au régime. Donc plus il est dans la rue, plus le régime est désarmé, grande frustration, même s'il détient tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs sécuritaires. Donc, la seule garantie, le seul bouclier du Hirak, c'est d'intensifier, de faire une escalade et de mettre le commandement militaire sous pression. Et c'est pour ça que les sorties prochaines, ce seront très intéressantes, très suivies, et qu'elles soient très denses. Très bien. Je voulais une petite question. Très rapidement, Idir, parce que je dois donner la parole à Ibrahim, sinon il ne va pas être content après. C'est une fois que vous avez dit ça, excuse-moi Ibrahim, te prendre un peu de temps de parole. Une fois que vous avez dit ça, on fait quoi quand vous dites ça? Pression. Moi, je pense, oui, mais pression. Après, on fait quoi? On continue jusqu'à ce que l'offre vienne de l'état-major. Jusqu'à ce que l'offre vient de celui qui détient le pouvoir. Qui détient le pouvoir? C'est l'état-major. Il est contesté par la rue, donc l'offre de dialogue, l'offre de négociation, elle viendra de l'état-major parce que c'est celui qui détient le pouvoir. C'est vrai. Enfin, comme disent les Russes, Ktokovo, c'est-à-dire nous sommes en train de poser la question de savoir qui l'emportera. Pour moi, il n'y a aucun doute que la révolution l'a déjà emporté, a remporté la victoire. Le système, le régime, le pouvoir, le gouvernement, tout ce que vous voudrez, est dans une situation d'anémie. Il est fini, et bien fini. Le seul rôle, nous connaissons la nature de ce régime, de ce système, et tout ce que vous voudrez. C'est de passer de la violence au mensonge et du mensonge à la violence. Aujourd'hui, toutes les cartes, bien sûr que le régime, le système, tout ce que vous voudrez, est en train de redistribuer, mais de se redistribuer les cartes à huis clos entre eux. Mais la révolution n'est pas concernée. Si elle est concernée par la libération, bien entendu, des détenus de la révolution, mais elle n'est pas à la recherche, me semble-t-il, de leaders. La révolution est à la recherche d'institutions, de changer d'institutions et d'aller vers des institutions démocratiques. Voilà la quête fondamentale, essentielle
de la révolution. Ce n'est pas de se trouver des leaders. Bien entendu, il lui faut des leaders qui puissent incarner cette révolution. Mais c'est à elle de les choisir et de les sécréter. Il faut faire attention à cela. Il faut faire très attention à cela. Et je ne crois pas, et cela, Moussab a raison, je ne crois pas qu'il puisse y avoir, qu'il y ait une offre politique. Parce que le système, le pouvoir, le régime, tout ce que vous voudrez, n'a plus de solution politique. Il n'a qu'une solution, c'est la solution militaire. Mais il ne va pas la jouer. Je pense que il y a eu malentendu. Parce qu'en réalité, on parlait presque de la même chose, mais à un certain moment, la manière avec laquelle vous l'avez présenté, ça voulait dire que ça a donné l'impression que nous, quand on a parlé de prospective et d'attente, on parlait bien sûr d'attente active. C'est-à-dire, le Hirak doit continuer. Et même s'il y a des signes d'ouverture, le Hirak doit continuer. Et vous verrez, mais ça parle non seulement de la continuité, ouais, mais de l'amplification. Absolument. C'est ce que j'allais dire. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'il y aura un signe d'ouverture, le Hirak va s'amplifier. Parce que vous savez très bien qu'il y a d'autres qui sont un peu plus hésitants, qui vont rejoindre le Hirak à fur et à mesure qui vont ressentir la victoire se rapprocher. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé aussi des leaders, des prisonniers, je ne les place pas comme des leaders, forcément. Ce que je dis, c'est que, en fait, leur cause, leur situation, c'est une pierre de touche, ça veut dire c'est un thermomètre qui va permettre de mesurer le degré de sincérité du régime, de Tebboune ou de celui qui va faire l'ouverture. Parce que ça n'est pas pareil si on libère, et d'ailleurs à mon avis, avant le décès de Gaïd Salah, je pense qu'on allait plutôt vers cette direction, c'est-à-dire on libère des activistes, mais les personnages les plus influents sur la rue, soit on les gardera en prison, soit on va les libérer et on les laissera sous surveillance, en tout cas on les privera de leurs droits politiques. C'est pour cela que je dis, le Hirak bien sûr doit continuer, doit s'amplifier, c'est cela qu'on défend depuis des mois, mais tout est permis, c'est-à-dire maintenant avec le décès de Gaïd Salah, il y a certaines cartes qui vont être redistribuées, il y a certains rôles qui vont être redistribués. Et donc, il y a des espoirs. La rue, maintenant, et d'ailleurs, quand on parle de qui a tué Gaïd Salah, est-ce qu'il est mort d'une mort naturelle ou pas, s'il est mort d'une mort naturelle, je dirais que le Hirak n'est pas très loin de cela, parce que c'est comme il a vécu quand même 10 mois sous pression, donc la rue n'a pas arrêté, même après l'imposition de Tebboune, la rue n'a pas arrêté, donc le Hirak, il lui a fait quand même pression. Donc, le Hirak joue un rôle actif. C'est la seule variable depuis 1962. Pour la première fois, ce régime fait face à une véritable opposition qui ne vient pas des partis, qu'il a un peu apprivoisé, mais qui vient de la rue. Et c'est une opposition surtout radicale, qui cherche quand même à le mettre en échec définitivement. Et du coup, avec le décès de Gaïd Salah, il y a une ouverture. Il y a une redistribution des rôles et j'espère que le Hirak, en continuant, en s'amplifiant, va quand même tirer profit de cette situation. Quand vous dites qu'il y a une ouverture, je pense que vous voulez répondre... Il y a un espoir d'ouverture, en tout cas. Voilà. Parce que... Sincèrement, je ne sais pas avoir l'esprit de contradiction. Sincèrement, je ne le vois pas. Je ne le vois parce que la seule ouverture qu'il puisse y avoir, c'est celle de la légitimité. Or, ce pouvoir, ce système, ce régime n'a aucune légitimité. Aucune. Et c'est ce que, me semble-t-il, le peuple, vendredi dernier, a dit. Nous n'avons pas voté pour Tebboune. Nous n'avons pas voté pour Tebboune. Est-ce que nous entendons le peuple ou nous ne l'entendons pas? Nous n'avons pas voté. C'est des millions de gens qui ont dit cela. Oui. Cet homme-là n'est pas légitime. Il n'est pas le président de la République. Il n'a pas été élu. Il a été imposé. Et aujourd'hui, nous connaissons le taux de participation. Il est autour d'un peu plus de 8%. C'est strictement rien. C'est une escroquerie électorale. C'est une violence électorale, c'est une violence politique de nouveau. Il ne faut pas, à mon avis, attendre quoi que ce soit. Ce qui vient d'être dit, c'est un rapport de force. Il faut absolument que la révolution sorte encore plus de muscles, occupe plus d'espace qu'elle ne l'a occupé jusqu'à maintenant. Moussa.
processus politique, c'est un face-à-face. Donc dire que attente active et les demi-mesures, ça n'existe pas en fait sur une table, autour d'une table de négociation. Les détenus du Hirak, c'est que le Hirak qui va les sortir. Pour preuve, ceux qui ont été relâchés aujourd'hui et hier, est-ce qu'ils étaient relâchés parce qu'ils étaient graciés par M. Tebboune? Non, ils ont purgé leur peine. Donc, c'est une chimère à laquelle on doit vraiment se garder. Ce régime ne lâchera pas les prisonniers politiques. C'est au Hirak de le faire. Comment? Par la pression. Ainsi, maintenant, c'est tout autour du rapport de force. Le régime militaire, il sait quoi défendre. Lui, il se garde de toute intervention à l'international, bien qu'il a été invité dans le comité tripartite en Libye, il ne l'a pas fait. Donc, pour lui, quand il dit le Nidam ou quand il dit al-Watan, c'est quoi? C'est le commandement militaire qui exerce la politique. Ça n'a pas une autre définition. Et à partir de là, il va essayer de défendre sa part et il ne va pas lâcher, il ne va pas céder. Alors le jeu, il se situe où? C'est que effectivement, le Hirak est très puissant, mais il ne déploie pas toute sa puissance. Il faut en déployer encore davantage, toujours dans le pacifisme, ça on n'apprend rien, et aller dans la pression, continuer la pression, parce que la seule garantie de l'emporter face au commandement militaire, c'est de le presser et de le pousser dans le coin. Quand il se recroquevillera, à partir de là, il va être dans l'obligation, que ça soit sous la pression du Hirak tout seul ou combiné à la pression internationale, il sera obligé d'abdiquer. Et nous, dès le départ, on n'a pas souhaité au Hirak que ça dure 10 mois. Nous, on souhaite que ça dure le moins possible parce qu'encore, il y a des défis à venir. Le défi économique est colossal. Mais le régime, il s'entête. Pourquoi? Parce que Ahmed Gaïd Salah, il a imposé une ligne dure. Il a poussé à ses limites, là où il veut. Il n'a pas pu déployer la force mortelle. Tant mieux. Mais lui, il était entouré de gens qui étaient prêts à le faire. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir l'escalade. La rue, jusqu'à ce que les militaires reçoivent le signe. Parce que même les communications qu'ils reçoivent des chefs d'État internationaux et tout ça, ils sont très clairs. Tous, ils mettent en exergue qu'il y a une deuxième partie, un duel qui est non seulement entre les régimes militaires, mais le Hirak aussi. Donc il ne reste qu'au commandement militaire de reconnaître le Hirak. Très bien. Oui, et il fait tellement de choses. En plus, moi, la dualité Hirak, commandement militaire, les pressions, les surpressions, les manœuvres, ça fait 10 mois. Il y a des moyens, il y a un modus operandi, il y a une méthode. Cette méthode de pression, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que certaines puissances étrangères regardent avec bienveillance ce qui se passe dans le Hirak, mais pas plus. Mais quand vous dites, quel type quand vous dites ça fait 10 mois, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'au Hirak de s'arrêter, de dire non, c'est pas ce que je dis. Ça fait 10 mois, on arrête? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Le Hirak doit continuer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le Hirak doit continuer, bien évidemment, mais parallèlement à ça, moi j'étais partisan dès le début qu'il y ait une espèce pas d'organisation, qui est des collectifs convergents sur tel ou tel aspect des choses, que des forces sociales puissent s'impliquer plus profondément. Je parle aux syndicats autonomes, je parle aux bâtonniers, je parle de plein de personnes, de groupes, de collectifs qui auraient pu faire des agoras un peu partout, des collectifs d'étudiants. Et c'est comme ça qu'on aurait pu aller vers des convergences et avoir pas simplement des gens représentatifs, mais au moins des gens qui sont capables. Là, le mouvement est un mouvement massif, c'est un mouvement des réseaux sociaux, et faire des pressions sur pression, moi je suis bien d'accord, j'ai pas de souci, on peut en faire encore 10 mois encore, 1 an encore. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être dans l'événementiel, qu'on arrête d'être dans l'émotion, et qu'on puisse regarder les choses politiquement. Est-ce qu'on est dans l'événementiel? Pour M. Gaïd Salah, on est dans l'événementiel pour le moment, parce que les lectures politiques que les uns et les autres font, même autour de cette table, l'armée, vous savez, le commandement militaire, même s'il a des divergences profondes, ils arrivent toujours à ce que j'appelle, moi, la neutralité positive, pour garder leurs propres intérêts. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je me dis que dans le périmètre qui nous est offert aujourd'hui, qui nous est offert constitutionnellement, moi, je rejette l'élection de Tebboune, ça paraît évident. Mais dans ce périmètre-là, est-ce que l'armée, est-ce que Tebboune ne fera, c'est une hypothèse, hein, est-ce que Tebboune ne fera pas un peu le ménage au sein de l'état-major? Ça, c'est un. Est-ce qu'il est capable de le faire? Oui. Il ne sera pas capable tout seul. Sur quels appuis? Même supranationaux.
Vous pensez qu'il a la capacité de le faire? Si je peux terminer, s'il vous plaît, parce que gentil. C'est- Après, c'est- vous me dites. C'est très important, la question ben oui, il faut pas esquiver pose ça. Moussa Non, non, Abaïdi. j'esquive pas. Je suis pas Vous dans le esquivez. gaspillage. Non, non, moi je vous interromps jamais. C'est une question ça qui est très ça me importante. Vous avez dérange. posé une question. Non, non, On non. va- on va- Oui, on pour une va vous question donner la pour parole. juste J'ai posé vous une comprendre. question. Oui. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il m'a dit? La question, est-ce qu'il pourra faire, il pourra... Moi, je dis, est-ce qu'il pourra ou il ne pourra pas? Ça, c'est une hypothèse. Je suis en train de dire que la donne a changé depuis le décès de M. Gaïd Salah. L'état-major va se reformater. Il n'est pas exclu de penser qu'il y aura un petit ménage qui va être fait. Il n'est pas exclu de penser que l'article qu'avait proposé Ali Rdiri à partir de 65 ans à la retraite ne soit mis à l'ordre du jour. Quand? Je ne le sais pas. Mais je suis intimement convaincu que l'appel, que la crise peut être dénouée dans le cadre d'un compromis historique entre l'état-major, la présidence de la République et le Hirak. Il faut trouver comment le faire. Et ce qui est important, c'est de se dire quoi, on va faire pression sur un état-major. Mais de Paris, vous dites je vais faire la pression sur un état-major. Mais c'est surréaliste. Si le Hirak, c'est surréaliste, ça se négocie. Ça se négocie par un rapport de force élaboré, planifié. On a même besoin, je dis immensément besoin de la solidarité de toutes les sociétés civiles du monde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au-delà des intérêts des uns et des autres, que les États sortent de leur logique d'intérêt, de leur logique économique. N'oubliez pas qu'on est un pays continent. Si l'Algérie s'effondre, c'est tout le Maghreb qui s'effondre. C'est 135 à 140 millions de personnes. C'est toutes ces questions qu'il faut ramasser. À un moment donné, moi je suis désolé, il faut être sérieux. Moi le Hirak, je veux bien, mais voici le Hirak pour me dire Dawla Madaniya, Askaria et point barre, je suis désolé, ce n'est pas un programme politique. Désolé. J'entends, mais c'est une approche très spéculative. Voilà. En fait, le problème se situe ailleurs. C'est que le problème avec ce régime militaire ne nous a donné aucun signe de confiance. Quand Ahmed Gaïd Saleh il sort, il te dit oui, on va mettre l'article 7 et 8 et puis volte-face. Et puis il y a tant d'exemples avec ce régime militaire. Donc le problème ici, c'est déjà un problème de confiance. Il faut rétablir les choses. On n'a pas de confiance. Il faut qu'il y ait des signes de confiance de part et d'autre. n'a Le pas. compromis Non, historique. c'est pas de part et d'autre. C'est à partir. Mais il faut qu'il y ait une volonté aussi de La du volonté vrai politique. détenteur du pouvoir. Mais le vrai détenteur, c'est ce que je dis. Vous l'avez pas compris. Pardon, le vrai détenteur du pouvoir, Laissez-moi- le vrai détenteur du pouvoir ne reconnaît même pas le Hirak. Il ne reconnaît même pas qu'il est en Et train il parle d'exercer même la de politique. Cherdima. Il parle Mais de bien Cherdima, sûr. il parle Mais de... bien sûr. Le Hirak, c'est sa puissance. Donc je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous dites arrêtez de prendre la pancarte Madani. Je ne comprends pas ça. Mais c'est en tout cas, c'est avec ça. Et ça continuera, mais surtout avec les sorties massives. Après, il y a d'autres formes. non, les Faut moyens, je suis diversifier. d'accord. Il faut mettre la pression, je diversifier suis les d'accord. formes, les modes d'opératoire. Là, je Mais suis d'accord. après, il ne faut pas Je suis d'accord. minimiser tous les acquis du Hirak. Parce que quand on parle comme ça, on le tourne un peu comme ça en dérision. Il faut avoir un peu d'humilité face à ça. Non, moi, c'est pas l'histoire Juste une précision. Non, Daïdir n'a pas minimisé, je suis désolé, là je suis témoin, n'a pas minimisé On les n'est pas acquis dans du un Hirak. tribunal, c'est Oui, pas question absolument. de témoin. Vous Le avez problème, une quand drôle on de dit manière on de présenter porte les témoin choses. de- Depuis tout à l'heure, vous présentez les choses comme si on était en contradiction. Je Ah non, vous pas ai du signalé tout. tout à l'heure, Ah je vous ai dit, nous ne sommes pas en contradiction. Daïdir n'a pas minimisé les acquis du Hirak. Au contraire, Daïdir, ce qu'on a parlé, si vous aurez le temps tout à l'heure de revoir Mais c'est l'émission, une question je vous très invite à la revoir. légitime, Karim, qu'a posée Moussaïd. Mais je Non, viens à la est-ce que question. Tebboune- Je viens à la question. C'est Je viens à la très- question. c'est une question J'arrive vers très ça, importante. J'arrive vers la question. Vous On est posez pas parti le au problème. départ d'une analyse Est-ce que en disant... Tebboune pourra formater le... Pour répondre, justement, on changer essayait de répondre, l'état-major on essayait de répondre à cette question en partant au départ d'une analyse en disant que, après le décès de Gaïd Saleh, Tebboune et l'institution militaire surtout n'ont plus la même force qu'ils avaient avant. Et on a parlé d'un espoir d'ouverture. C'est ce qu'on a dit. Mais On la a dit que culture est maintenant- intacte. Oui, attendez. C'est une culture de ruse. Mais il C'est un vous parle d'un système, autoritaire. Karim. C'est un régime Massaoud vous parle d'un autoritaire. système. Il ne vous parle pas, Oui, il vous vous parle savez pas très de la mort de Gaïd Saleh. Oui, Gaïd vous Saleh, savez très bien que, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, je disais que Gaïd Saleh, quand même, était l'homme qui représentait la ligne la plus dure contre... Voilà, contre... Non, c'était pas l'aile la plus dure d'ailleurs. Bah écoutez, moi c'est ce que Parce je qu'il y pense. en a certains Moi, c'est qui ce je disent que pense. même Ouais, c'est Shengreha ouais. qui fait l'aile la Attendez. plus dure. Donc nous, on est parti de cela pour dire que maintenant qu'il y a un changement à la tête de l'état-major, le peuple
doit continuer sa pression par la rue, ça c'est une évidence. Il n'y a personne qui, ici autour de cette table, je pense que personne ne reconnaît Tebboune. Je viens d'entendre Ça, c'est que clair. c'était pas suffisant et qu'il ne suffit pas de prendre une pancarte Madania, Machar Askari. Mais je suis d'accord, vérifiez oui, c'est l'émission tout à l'heure, insuffisant. vous aussi. Politiquement parlant, c'est insuffisant. Mais bien sûr, politiquement parlant, L'offre, c'est elle vient de qui? insuffisant. Est-ce qu'elle vient du Hirak ou du régime? L'offre politique. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des signes. on doit Il y a aller, des signes. Brahim Il y a Younes. des signes qui ne trompent pas. Les signes d'ouverture, c'est quoi? Pour nous, le signe d'ouverture, c'est la libération des détenus politiques sans condition, de tous les détenus et sans condition. Pour moi, personnellement, c'est un signe. Après, il y a l'ouverture du champ médiatique, la levée de la pression sur la rue et l'ouverture à la fin du champ politique. Et de cette manière-là, le Hirak va sécréter des leaders. Il y a certains déjà qui sont reconnus de facto comme leaders, même si on ne les reconnaît Et pas. pourtant, Mais, Karim, ouais. là je suis obligé de vous couper parce qu'on doit donner la parole à Brahim Younes. Je dois vous la Je donner, sais, après je on sais passera à bien. Edine. Je sais, Karim, non. Karim, juste pour vous laisse dire la qu'au parole. début de cette révolution, on disait que le Gaïd Salah, il y avait des signes qu'il fallait lui donner le temps. Qu'il avait parlé d'articles 102, 7 et 8. Mais on sait très bien ce qui s'est passé 10 mois après. Les gens qui parlaient dans les premières semaines disaient qu'il fallait lui donner le temps, qu'il était dans la bonne direction. On va le juger. On savait très bien ce qui s'est passé après. Donc je pense que les Algériens savent très bien à qui ils ont affaire, un régime qui est redoutable, un régime qui ne va pas se laisser faire. Je pense qu'il y a de quoi dire que, pour supporter ce qu'il est en train de dire, Mas'ab, que la force qui existe maintenant, c'est la continuité de ce Hirak. Mais c'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Est-ce que nous mais- Non, c'est pas ça. le C'est que contraire vous de mettez cela? des nuances Mais qui c'est peuvent vrai. induire à autre chose. Non, pas Quand du on tout. dit que C'est non, vous c'est qui bien, avez- c'est Bah, bien. معليش معليش Karim, je vous donnerai la parole. C'est C'est un vrai. procès d'intention, ça. C'est vrai. Moi, par nature, je n'ai pas confiance dans ce régime, par nature. Parce que la nature du système, et par expérience aussi, mais par nature, je ne fais pas confiance. Et si ce système, ce régime, ce pouvoir était véritablement fort, il y a longtemps qu'il serait rentré en négociation. Il y a longtemps. Il n'aurait pas joué à tous ces simulacres de mettre en prison des acteurs politiques. C'est un simulacre. Et il nous met en situation de libérer des gens qui n'ont mérité la prison à aucun moment. À aucun moment. Il fait des détenus politiques et des détenus d'opinion pour que nous nous fixions comme prérogative, comme demande, comme exigence des leurs. Permettez-moi de citer le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait « Les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs ». Je crois que le peuple algérien a subi tant de malheurs, que ses exigences doivent être les plus hautes possibles. Les plus hautes possibles. Parce qu'en plus, ce système n'est pas fort, il est affaibli, et la désignation d'Entebboune montre son affaiblissement. Idée. Ce que je voulais dire par rapport à tout ça, parce qu'évidemment que le Hirak doit continuer, évidemment qu'il doit faire la pression, mais à un moment donné, il faudrait bien qu'il y ait une pensée politique qui soit sécrétée, parce que là, au-delà des libertés fondamentales, au-delà des libertés collectives, au-delà de la solidarité envers les détenus, au-delà de la pression qu'on peut faire au niveau de l'état-major. Moi, j'ai dit il y a 8-9 mois, M. Djoudi, j'ai dit une chose qui était très simple. Le peuple a fait sa mutation. Nous avons affaire à un peuple qui est mondialisé, même les gens de notre génération. C'est une jeunesse qui est mondialisée, elle sait ce qui se passe partout dans le monde. Elle a muté, c'est plus le peuple de nos parents ou même de notre génération quand on a commencé la fac. Ça, c'est un. Le pouvoir étant là. Je peux terminer, M. Djoudi, parce que c'est important. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que le Hirak a réalisé? Ah non, mais... Et vous dites, c'est quoi, Attends, non, excusez-moi, vous allez me reprendre sur ça, alors je prends tout ce qui reste comme temps pour vous expliquer. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la société algérienne, j'ai même moi dit sur le plateau, l'armée doit prendre en considération et qu'elle doit
procéder à sa propre mutation. Moi, je parle politique, je parle pas je parle. L'armée doit exactement à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur de l'état-major et du commandement militaire, des chefs de région, etc., doit observer et doit faire sa propre mutation pour dire mais on n'a plus les mêmes populations, on n'a plus la même pyramide des âges, on n'a plus la même formation au niveau du Hirak, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a donc j'ai appelé à ça et j'ai appelé à ce compromis historique. Par contre, dans votre question là, qu'est-ce que vous me dites? Le Hirak n'a rien fait. Non, c'est ce que vous dites, vous. Moi, j'ai pas dit non, ça. moi, j'ai jamais dit que le Hirak n'a rien fait. Ah non, je dis que le Hirak doit absolument donner du sens politique à ses revendications. Il ne peut donner du sens politique que s'il est organisé. Permettez-moi. Mais Donc vous dites que le premier pas doit venir du Hirak. Et c'est ça la différence entre nous. C'est que vous accordez beaucoup de confiance, beaucoup de crédit à ce régime. Alors que jusqu'à sa dernière heure, Gaïd Salah a adopté des discours avec une rhétorique martiale. Donc le premier pas n'est pas à venir du Hirak. Le premier pas, la main tendue, doit être de celui qui détient le pouvoir. Qui détient le pouvoir ? De manière faible, de manière contestée, tout ça, mais c'est lui qui exerce. C'est pas Tebboune, c'est pas la présidence, c'est l'état-major. Donc, il faut que l'offre politique, et jusque-là, il n'y a pas de signe de volonté politique de la part du régime militaire. Donc, il faudrait que le commandement fasse des signes, tend sa main, donne des signaux forts qu'il a une volonté politique de remettre, d'entendre, d'écouter les revendications du Hirak. Là, on va passer à une autre étape. Mais de dire que le premier pas doit être fait par le Hirak, absolument pas. Très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Une minute chacun. Il y aura un replay. C'est Brahim. Je vais commencer par vous. Très rapidement, c'est Brahim. Une minute chacun. Sur la question de la mutation de l'armée. L'armée a eu tout le temps, pendant toute la crise bouteflirienne, et depuis 10 mois, de faire sa mutation et de comprendre les enjeux, de comprendre la mutation de la société, parce que la société a changé, totalement changé. Chacun d'entre nous ici a parlé d'un nouveau peuple, que nous avons découvert un nouveau peuple. D'autant que face à nous, une nation est née. C'est un nouveau mythe fondateur pour moi. C'est une nation qui est née. Est-ce que nous voyons cette nation qui existe aujourd'hui, qui est là, dans la diversité? Il y a une unité qui accepte la diversité. Est-ce que les analystes de ce pouvoir, de l'armée, ne le voient-ils pas? Parce que le Djish, l'armée, nous a asséné des éditoriaux, à nous assommer. Je veux dire que, je le répète, c'est vrai que c'est plus que le mensonge, c'est la ruse, comme tu disais tout à l'heure, et la violence. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous offrent? Ils nous offrent la violence. Moi, je ne crois pas qu'ils sont en train de nous offrir une sortie politique. Je ne suis pas sûr. Si j'étais sûr, je serais le premier à dire oui. Mais à une vraie sortie politique, c'est-à-dire l'armée va regagner ses casernements. Et cela doit devenir palpable. Très bien, c'est Brahim. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Karim, une minute, après Idir et Moussab. Oui, je pense que les choses sont claires. Avant la date, avant le décès de Gaïd Salah, on était tous d'accord sur le fait que le régime n'a donné aucun signe positif. Au contraire, ces signes étaient outranciers avec le passage en force de l'élection, de la désignation de Tebboune. Et du côté de Hirak, c'était la continuité et l'amplification souhaitée à laquelle nous avons appelé comme tout le monde. Maintenant, il y a eu le décès du chef de l'état-major, il y a son remplaçant par intérim. Il est permis quand même de croire politiquement que le Hirak, en continuant, en s'accentuant, va exercer sa force pour pousser un président affaibli vers, probablement, et c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on appelle de nos voeux, vers une sortie politique de cette crise. Voilà ce que nous essayons de dire depuis tout à l'heure.
Je rejoins moi l'avis de Karim, parce que en fait, la proposition de Salah Gaïd, quand il nous proposait qu'une seule solution, et moi je l'ai dit, elle n'a pas de contenu politique en allant aux élections dans des conditions comme ça, et dans un environnement comme ça, ce n'était pas possible. Il avait besoin d'un filtre. Ce filtre se trouve être M. Tebboune. On ne reconnaît pas M. Tebboune de deux choses l'une. Ou on rentre dans une radicalité, il faudra qu'on l'assume tous ensemble, mais ça mérite un débat, c'est de ne pas reconnaître l'élection, de rentrer en désobéissance civile et de grader les choses. C'est une manière révolutionnaire de faire aboutir les choses, où on se dit, on essaye de voir, on attend, parce que le décès de M. Gaïd Salah va impacter sur l'état-major à la fois et sur le pouvoir politique incarné, que vous le vouliez ou non, par Tebboune. Il a été reconnu par les États-Unis, par la Chine, par l'URSS, par la Russie, par tout le monde. Oui, protocolaire ou pas, c'est reconnu, c'est des États. Mais monsieur, excusez-moi, il y a un souci avec vous, là, c'est pas possible. Entre le protocole, non, mais un protocole. La presse mondiale était claire et les messages diplomatiques étaient clairs. Oui, Très d'accord. bien, on laisse finir, très rapidement. Je ne termine pas, mais je vous remercie, monsieur. Moussab. Oui, pour moi, il y a une nouvelle facette, c'est M. Chengreh, il doit faire des choix. Qu'il les appelle choix stratégiques ou choix cornéliens, ça le regarde. En tout cas, le Hirak va observer est-ce qu'il va réussir là où Gaïd Salah a échoué, parce que Gaïd Salah avait le choix de tendre la main au peuple et il a refusé. Est-ce que Chengreh, de par les premiers signaux, va le faire ou pas? Ça sera observé. Et bien sûr, en attendant, la pression et l'escalade dans la rue, parce que c'est la seule voie pour mettre le commandement militaire à l'épreuve et arracher la liberté. Un seul mot, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas disqualifier la révolution. Il ne faut pas la disqualifier pour laisser le champ aux partis politiques qui sont, à mon sens, out. Pourquoi? Il y a ce jeu-là aussi. Et le pouvoir joue ce jeu-là. Très bien. Je dois terminer. Je termine. Je ne suis pas d'accord avec Brahim, je suis désolé Brahim. Personne n'est habilité à délégitimer les partis politiques, à les disqualifier. Une fois qu'on rentrera aux élections, c'est les urnes qui vont les disqualifier. Très bien, très bien. Yartekoum Saha, on est arrivé à la fin de cette émission. Bien sûr, c'est grâce à vous qu'on a vu quand même des échanges très intéressants par rapport à la situation que vit notre pays. Certes que le Gaïd Salah est mort, et autant que musulman, on doit dire Rabbi Rahmou. Mais je dis une chose, le système est toujours dans sa logique. Le système, il dit, c'est business as usual, comme ils disent les Anglais. Mais une chose est sûre, quand le peuple s'est irrigué le 22 février, il vous a dit, Madaniya, Machi Askariya, et l'Algérie nouvelle est née. الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبرب